Bonjour à tous, c'est Prof et Geek, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, ce mois-ci j'ai lu une saga de dingue, un pur chef-d'œuvre, je vous en parle tout de suite. Il s'agit de Lock and Key. Lock and Key, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps puisque j'ai acheté le mois dernier le dernier tome qui est sorti chez iComics qui s'appelle L'Âge d'Or. On va y revenir un petit peu après. Là, je vais vous parler de la première saga Lock and Key qui compte 6 volumes ou le dernier omnibus puisque il a été réédité sous la forme d'un seul et gros volume bien épais. Moi, j'ai les 6 tomes qui étaient sortis et c'est un bijou. La saga Lock and Key a été écrite par Joe Hill, le fils de Stephen King, mais ce n'est pas la chose la plus importante. C'est vraiment un auteur de dingue. Il a des idées exceptionnelles et un scénario super riche, super bien écrit. C'est vraiment une grosse pointure. Franchement, je me suis régalé. J'ai lu les 6 tomes super vite. Je voulais enchaîner. J'avais besoin de savoir ce qui allait se passer dans le tome suivant et dans le tome suivant et jusqu'au dernier tome. Donc, qu'est-ce qui se passe dans Lock and Key? En fait, c'est la famille Locke qui vit un deuil. Le papa de la famille vient d'être assassiné sauvagement. Et du coup, toute la famille déménage pour aller dans la petite ville de Lovecraft où il y a Key House. Key House, c'est la maison familiale des Locke qui existe depuis la guerre de sécession, en fait, même avant. Donc, ça fait très très longtemps qu'elle est dans la famille. Et les enfants vont découvrir que il y a des clés qui ouvrent certaines portes et que ces clés-là ont des pouvoirs. Alors il y a plusieurs clés très variées. Il y a le passe-partout par exemple qui vous permet d'ouvrir une porte et vous allez où vous voulez dans le monde. Alors il faut quand même connaître la destination, sinon vous pouvez arriver dans un mur, il faut connaître ce qu'il y a derrière. Vous avez la clé de tête qui permet d'ouvrir la tête des gens, voir les sentiments, les souvenirs. Alors il y a plein de clés à découvrir dans cette saga. C'est juste dingue, c'est tellement bien pensé. Il y en a partout. Et phénomène important, c'est que seuls les enfants les voient. La maman de la famille et l'oncle de la famille ne voient pas ces clés, ou ne voient pas leur effet en tout cas. Dans ces 6 tomes, on voit la reconstruction de toute cette famille, la maman qui est devenue alcoolique, les enfants qui vivent très très mal le deuil, la fille par exemple qui a des coupes de cheveux très extravagantes, qui va vouloir se retirer quelques sentiments comme le pleur par exemple, parce qu'elle a tellement pleuré à cause du décès de son père. Enfin bref, il y a plein de choses. Je vous conseille vraiment de le lire, c'est un pur bijou. La saga rentre de suite dans mon top 10 et potentiellement je pense directement dans mon top 3 tellement c'était génial. Je ne peux pas trop développer sinon la vidéo va être trop longue, mais franchement c'est un pur bijou. Si vous voulez que je vous en fasse une review, faites une petite commande lecture, je le ferai avec joie, je vous parlerai de toutes les clés, je vous parlerai de tout ce qui se passe. Donc il y a 6 tomes, mais pas que ça. iComics a également sorti le tome Ciel et Terre, le floppy Une vie de chien et le dernier né, L'Âge d'Or. La saga Lock and Key, comme je vous ai montré, compte 6 tomes et elle se conclut. C'est vraiment une histoire qui est terminée. Les enfants de la famille Locke, on va dire du XXe siècle, leur histoire est bouclée. En tout cas pour l'instant, il n'y a pas de nouveau récit qui explique ce qui se passe après. Par contre, là où l'auteur a été intelligent, c'est qu'il a fait une espèce de rétropédalage et en fait, là, on nous raconte l'histoire de la famille, mais bien avant, en fait, des ancêtres de la famille, l'arrière-grand-père, etc. Hein, on est au début du XXe siècle, en fait. Donc, on voit un petit peu déjà que les clés fonctionnent sur les adultes savent s'en servir, savent même en forger et les connaissent leurs pouvoirs, etc. Ce qui varie avec la saga d'origine où en fait le phénomène de blocage n'est pas vraiment expliqué, donc peut-être d'autres possibilités. Hein. Joe Hill, si tu regardes la vidéo, s'il te plaît, fais-nous d'autres tomes. Donc là, en fait, on voit une famille qui vit avec les clés de façon autonome. Il y a plein de choses qui se passent, plus ou moins importantes, plus ou moins dangereuses, plus ou moins violentes. Faut quand même le dire, la saga même d'origine, il y a de la violence, il y a vraiment des morts et même des choses un peu hard hein, quand même. Au final, je vais pas trop m'étaler, je veux pas spoiler, mais même parmi les personnages principaux, il y en a qui vont pas aller jusqu'au bout du récit. Hein. Donc c'est assez intéressant de se dire que l'auteur va dans des trucs un peu gore. Hein. C'est quand même, on pourrait penser que ça va être vraiment réservé à des enfants parce que les héros sont quand même des enfants ou des ados. Là non, quand même, il y a des trucs qui sont chauds. Hein. Vraiment, je le recommande plutôt pour des adultes. Alors je ne sais pas si la série a vraiment édulcoré et si c'est pour ça qu'elle n'est pas si appréciée quand on a lu
le comics, je l'ai toujours pas vu. Peut-être qu'il faudra que je m'y mette pour comparer. Dans l'âge d'or et dans Ciel et Terre, il y a un récit qui fait doublon, qui est remis dans les 2 tomes parce qu'il y a eu un problème de droit. Sullivan Rowe nous disait qu'à la base, il avait mis dans Ciel et Terre, mais qu'ils étaient obligés contractuellement de le mettre dans l'âge d'or. Et c'est le récit Décrocher la Lune qui est juste magnifique. Magnifique d'écriture, magnifique de sentiments. Franchement, j'ai failli pleurer à la fin. Honnêtement, ça m'a touché, ça m'a vraiment touché. C'est une histoire père-fils qui est... Rien que d'en reparler, j'ai un peu la voix qui tremble, j'ai les larmes qui commencent à monter. C'est juste poétique, bien écrit, magnifique. J'ai pas d'autres arguments. Si ça ne peut pas vous convaincre, franchement, je sais pas quoi dire de plus. Alors je dois vous avouer que j'ai eu un petit peu de mal avec le dessin de Gabriel Rodriguez au tout début du récit, mais vraiment on s'habitue petit à petit et franchement on rentre dedans, c'est tellement bien. Le scénario, il est écrit à la virgule près, c'est ce qui va se passer, c'est super anticipé, il se passe des trucs que on voit une case à un endroit, ça va resservir 2 tomes plus loin, et voilà, tout ce qui se passe, c'est calculé. Si quelque chose se passe là, ça va avoir une importance peut-être à la fin, parce que c'est calculé. Joe Hill, c'est un extraterrestre, j'ai envie de vous dire. Même d'ailleurs, les notes qui sont faites par d'autres grands scénaristes, limite, il le troll en lui disant qu'il le déteste parce que le type est trop fort, en fait. Il est vraiment exceptionnel. Franchement, le scénario, c'est le gros point fort. Le dessin apporte quelque chose en plus, mais vraiment, c'est un bijou. Je sais pas quoi dire de plus. Franchement, si vous devez acheter un titre indépendant, ne passez pas à côté de Lock and Key, que ce soit la version en plusieurs tomes ou l'omnibus, alors qui sera plus rentable au niveau financier. Franchement, foncez, c'est à lire absolument pour tout fan de comics. On continue dans les sagas exceptionnelles avec le tome 41 de Berserk, paru chez Glénat. Je ne vais pas trop m'étendre sur le tome 41 de Berserk, parce que j'en ai un petit peu parlé dans ma vidéo précédente. Voilà, c'est le dernier tome fait par Miura, le mangaka originel qui a créé Berserk, un chef-d'œuvre de la dark fantasy en manga, mon manga préféré, franchement c'est le top 1, clairement, et c'est le meilleur à mes yeux dans toute ma collection et dans tout ce que j'ai lu, clairement. On arrive à une fin qui est du coup brutale, j'ai envie de vous dire, puisque l'auteur ne peut pas aller plus loin puisqu'il est décédé. Quand je suis arrivé aux dernières pages, pareil, j'ai eu un sentiment de tristesse qui m'a pris. C'est pas la dernière planche en elle-même forcément qui m'a fait cet effet-là, même si elle est marquante. J'ai refermé le tome et je me suis dit plus jamais je ne lirai quelque chose qui a été écrit et dessiné par lui, et j'ai eu presque envie de pleurer, vraiment. Alors je ne connais pas plus que ça ce monsieur, hein. J'ai lu d'autres mangas qu'il avait fait, j'en avais lu un, c'était Japan, que je n'ai plus maintenant, et franchement, j'ai eu l'impression de perdre un idole, vraiment quelqu'un qui m'apportait quelque chose, parce que le manga Berserk fait partie de ma vie. Il m'a marqué très très fortement. C'est pour moi un des piliers du manga seinen de Medieval Fantasy, clairement. Il y a un avant, un après, clairement. Et même dans certains jeux vidéo, il y a des références à Berserk. C'est le cas par exemple dans Elden Ring, où il y a une espèce de grand arbre luminescent qui est dans le ciel, et en fait ça vient de Berserk. Voilà, on le sait, c'est vraiment un hommage qui a été fait au mangaka et à l'œuvre. Et c'est juste fou de se dire qu'en fait Guts est arrivé à la fin d'une de ses quêtes et pan, pareil, c'est fini. C'est fini, Miura ne pourra pas nous raconter la suite. Alors on aura une suite, je l'ai expliqué, puisque les assistants de Miura, un des amis proches de Miura à qui il avait raconté l'histoire, et l'éditeur du manga, ce trio-là a décidé qu'ils allaient poursuivre l'œuvre en hommage au mangaka, et on aura la fin. Alors il y aura forcément des trous parce que la personne à qui on a raconté l'œuvre, elle se souvient pas forcément de tout. Elle a dit qu'elle ne déformerait rien, elle ne fera que ce qu'elle se souvient des propos de Miura. Donc voilà, l'œuvre va rester fidèle. Il y aura peut-être du coup quelques câbles scénaristiques à mettre qui seront un peu visibles. Et là, je sais pas quoi dire. Et en plus, la fin de ce tome-là, je ne m'attendais tellement pas à ça et je suis tellement surpris et presque un peu déçu, je vous avoue. La dernière planche m'a laissé pantois, si on peut dire ça comme ça. J'étais sur le cul, j'ai fermé, j'ai eu mes petites larmes à cause de l'auteur. Je me suis dit,
purée, il me faut la suite. Donc j'attends les prochaines planches avec impatience. Alors moi je ne lis pas les scantrad, hein, j'attends la sortie officielle. J'ai vu quelques planches qui sont passées justement pour montrer un petit peu ce que vont proposer les assistants, et ça va être de toute beauté encore, hein, le style de Miura se voit, donc c'est bien. Voilà, ça va pas être un truc dégueulasse qui va suivre, ça va être un truc quand même travaillé, même si je pense que le rythme de parution va du coup en prendre un coup. On verra quand sortira le tome 42. Mais en tout cas, il y aura une fin, je suis très content de continuer dans les aventures de Guts. Une autre saga que j'ai lue qui m'a donné satisfaction, c'est Future Ends, paru chez Urban Comics. Je vous ai présenté il y a quelques mois les 3 tomes de Batman Beyond, voilà, le Batman du futur, et j'avais envie de lire d'autres récits sur Terry McGinnis, ce Batman-là. Et c'est le cas dans la saga Future Ends. En fait, on est dans un futur apocalyptique. L'œil, c'est-à-dire un des satellites qui a été mis en place notamment par Batman et Mister Terrific, s'est rebellé et en fait a robotiser certains héros qu'il contrôle, et en fait il y a une invasion de robots sur la planète Terre, donc tout le monde est en fait un peu zombifié, robotisé, et tout le monde obéit à l'œil, et il y a des poches de résistance, et Batman va envoyer Terry McGinnis dans le passé pour essayer de contrer l'amorce de l'œil et que ce futur ne se mette pas en place. Malheureusement, ça va pas se passer comme il faut, puisque Terry McGinnis ne va pas être envoyé à la bonne date. Donc, du coup, il va faire avec les moyens du bord, il va essayer de trouver des alliés sans pour autant rencontrer certaines personnes, parce que il veut pas, par exemple, que s'il rencontre le Batman du passé, il va tout faire pour l'arrêter, clairement, parce que Batman est un psychopathe, je rappelle, il ne fait confiance à personne, donc quand il va y avoir un type qui vient du futur lui dire « Oui, c'est toi qui m'as envoyé, il faut absolument arrêter ça », il va faire « Hein ? D'accord, non pas du tout. » Voilà, il va suivre son chemin, et cette saga en fait elle est découpée dans plusieurs façons. Alors il y a des moments où on voit le futur, des moments où on voit le présent, et en fait il y a plusieurs lignes dans le présent. On suit Terry McGinnis, on suit Mister Terrific, on suit d'autres personnages qui avaient disparu des radars et qui se cachaient un petit peu. La saga en elle-même, elle est plutôt pas mal. En fait, il y a des rebondissements, on suit plein de personnages, il y a Deathstroke, il y a Terry McGinnis, on voit son équipement, on voit les personnes avec qui il traîne, certains c'est des losers, on voit Mister Terrific qui est un peu, lui aussi, un peu cintré, parce qu'il fait attention à tout, il se dit « Oula, là il y a un souci, là on essaie de me faire un coup à l'envers », alors que pas du tout, parce qu'il va pas calculer qu'il y a un type du futur qui arrive et que du coup il rentre pas dans ses plans, hein, clairement. Du coup il y a pas mal de rebondissements. Le seul souci que j'ai en fait, c'est que je ne savais pas, mais il fallait lire Earth 2 en premier, la saga en 6 tomes, que j'ai d'ailleurs. En fait elle était à lire avant de commencer Future Ends. Donc je me suis fait avoir, il y a plein de références à cette saga là, et on comprend le postulat de départ et comment on arrive en fait au présent de Future Ends, si on a compris et si on a lu Terre 2, Earth 2, et c'est pas le cas. Donc du coup, je me suis un peu saboté tout seul, donc je suis un peu déçu. Par contre, la saga en elle-même reste bien. Alors, je vous conseille de lire les 2 sagas d'affilée, dans le bon ordre, hein, pas comme moi, et vous ferez votre avis. Bon, c'est pas non plus le truc de dingue, hein. Il y a un côté Terminator, voilà, je veux dire, c'est quand même un scénario qui est déjà existant, hein. Une invasion de robots, un type envoyé dans le futur pour empêcher tout ça. Voilà, James Cameron l'a fait il y a bien longtemps, mais c'est toujours sympa, ça marche bien, ça marche très très bien. C'est comme l'invasion de zombies dans Deceased, là c'est l'invasion de robots, ça fonctionne. On passe un bon moment, ça vaut un bon 14, on va dire ça comme ça. On passe au tome 14 des TMNT, les Tortues Ninja, paru chez iComics. Je reprends ma marche en avant dans les lectures sur les tortues, puisque bon, je vous ai présenté la semaine dernière le tome 17 que j'avais acheté. Donc voilà, il me restait du coup du tome 14 au tome 17 à lire. Le tome 14 c'est fait. Ça s'appelle le procès de Krang, bon, on peut spoiler, hein, mais Krang s'est fait arrêter par les tortues. Et il va y avoir un procès pour déterminer s'il est vraiment un génocidaire, s'il a fait des choses parce qu'il y était obligé. Et c'est très intéressant de voir en fait le procès, parce qu'on peut se dire que même une personne qui fait des choses horribles peut quand même avoir derrière des idées. Alors, la méthode n'est pas bonne, mais il fait pour un but qui peut être noble. Alors attention, n'allez pas me faire dire que Hitler, s'il a tué des juifs, c'était pour un truc positif, hein. J'ai jamais dit ça. Hitler est un psychopathe. Voilà. Krang, pareil, hein, a un côté despote.
mais lui, il assume le fait de j'utilise tous les moyens pour arriver à mon but, même s'ils sont sales. Il n'y a pas de problème. Ça en fait un vrai méchant, il n'y a pas de souci, mais dans son fonctionnement, dans son raisonnement à lui, il fait ça pour du positif. Bon, alors après, c'est un fou furieux lui aussi, mais voilà, il y a un aspect quand même qui était intéressant de voir ce que vont apporter les victimes, par exemple. Il y a également une petite réunion de la famille des immortels, donc dont fait partie, par exemple, le Kitsune, et on voit un petit peu toutes les machinations, tout ce qu'ils font, leur volonté de tout un chacun. On voit un peu tous ces personnages, et c'est intéressant. Alors par contre, on est au tome 14, va y avoir du coup jusqu'au tome 19, sachant que là, il y a un postulat de base, hein, ils se présentent un peu tous, même s'ils sont pas tous là. Et j'espère qu'ils vont pas être rushés dans les derniers tomes, parce que l'histoire, elle a vraiment bien, quoi. Ça pourrait être développé, ça pourrait être vraiment super. Alors, à moins qu'ils les gardent pour le relaunch qui va être fait par Sophia Campbell. Je ne sais pas du tout, je vous avoue que je ne suis pas du tout ce qui se passe en VO, mais j'espère que ils vont garder sous le pied, parce qu'il y a de quoi faire un truc encore énorme. Franchement, les Tortues, je le répète, c'est vraiment une saga qui est super bien, quoi. Vraiment, si ils sont arrivés à faire 20 tomes, c'est que c'est pas bâclé. À un moment, c'est que c'est bien. C'est que c'est quand même au bout d'un moment, si vous faites 20 tomes tout nuls, ça s'arrête avant. Donc je vous conseille, encore une fois, de vous lancer dans les Tortues. Chez le petit frère d'iComics, je vous ai parlé d'Awashi, le tome 10. L'histoire suit son cours, on voit toujours les progrès que font Ashito et ses copains. Voilà, là c'est un match contre le premier du championnat, et on voit un petit peu les stratégies mises en place. On voit comment chaque personnage se débrouille sur le terrain, et en fait on voit que certains se débloquent un petit peu parce qu'ils avaient des choses qui les limitaient, qui les bloquaient, et là petit à petit on voit ces blocages qui sautent, on voit que certains brisent la coquille et voilà, prennent un petit peu leur petit envol, on va dire ça comme ça. L'histoire est vraiment bien, on voit que à chaque tome, il travaille un point précis, et on le voit dans ce tome-là. C'est vraiment comme un entraînement de foot, hein, pour les passionnés, vraiment. Je sais pas quoi dire de plus, c'est vraiment très très bien. Si vous aimez le foot, franchement, lisez-le. C'est super, le dessin est beau, l'histoire, elle se tient, et franchement, on est en haleine, là, il n'y a que 10 tomes, mais j'ai vraiment hâte de lire la suite, et que dire de plus, ça pourrait être pour moi un des successeurs légitimes de Captain Tsubasa. Olive et Tom, hein, pour ceux qui n'ont pas la référence en VO, hein. Voilà, c'est super, lisez Awashi. On termine la vidéo avec les comics Savage et sa suite. Savage, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, puisque je l'ai pris il y a environ 2-3 mois, dans un financement participatif de l'éditeur Bliss Comics. Voilà, c'est un éditeur que je suis maintenant. Tous les mois, je fais mon petit financement parce que j'adore. C'est marrant de voir la jauge grimper, de se dire on va avoir des cadeaux. Il y a le côté déballage, voilà, c'est génial. Savage, qu'est-ce que c'est? Pour faire très simple, c'est une tentative d'adaptation de Turok, hein, tout simplement. Il y a un petit combat des dinos. Faut pas faire plus simple comme postulat de base. Donc l'histoire qu'on voit dans le tome 1 Savage, c'est que il y a une star du foot anglaise qui part avec son dernier-né et avec son épouse en avion, et l'avion se crache, et ils arrivent sur une île où il vit des dinosaures, donc ils tentent de survivre. On voit qu'il y a des dessins particuliers pour l'action présente, et un dessin un peu plus classique pour l'histoire, la mise en place du background, l'histoire, ça se suit en parallèle. Donc là, c'est vraiment pas mal. Le seul petit reproche que je peux faire à ce tome-là, c'est que je le trouve un peu court. Il n'y a que 4 chapitres, donc l'histoire est un peu rushée à mon goût. Et en fait, il y a des gens qui vivent sur l'île, qui tuent des dinos aussi pour survivre, et en fait, s'ils rencontrent le groupe de Savage, ils essayent de les dézinguer. Donc en fait, tu sais pas trop ce qu'ils veulent, ces gars-là, tu sais pas. Alors eux, ils ont trouvé un portail pour rentrer, mais eux ne veulent pas partir. Ils sont bien là où ils sont parce qu'ils carnagent tout. En fait, ça c'est un peu un point creux, on va dire, du scénario. Ces gars-là, tu sais pas ce qu'ils veulent, tu sais pas pourquoi ils sont là. Tu sais pas pourquoi ils veulent pas rentrer chez eux, tu sais rien. Certains te disent que c'est une secte, adorateur, enfin, il n'y a aucun côté sectaire, mis à part qu'ils ont un chef et que c'est un gros connard. Franchement, même dans des entreprises, il y a ça, c'est pas forcément une secte, hein. Ça, c'est vraiment le point négatif du tome, qui est quand même
honorable, ça vaut un bon 12-13 sur 20. Là où ça devient un peu plus fâcheux, c'est sur le tome 2, qui est sorti, lui, donc récemment, il n'y a pas longtemps du tout. Dans le tome 2, on voit que Savage, qui était rentré chez lui à la fin du premier tome, a une vie, on va dire, d'influenceur. Son frère, qui l'a retrouvé, en a fait une star d'internet, de publicité, en fait c'est son agent, et il essaye de gagner du pognon en vendant l'image et l'histoire de son frère, hein. Donc son frère a du mal à s'adapter à sa nouvelle vie, voudrait retourner un peu sur son île, donc il y a un peu vraiment une critique de l'adolescence, c'est je suis entre le monde de l'enfance et le monde de l'adulte, et je sais pas trop ce que je veux, donc il y a un peu cette critique-là, il y a une critique de la société de consommation aussi, bien évidemment, mais en fait, là où il y a un souci, c'est que dans le premier tome, ça se veut assez sérieux, voilà, c'est un enfant qui survit, c'est sale, il y a un côté Greystock, où le type est dans la forêt et combat d'autres personnes, et là, en fait, on part vraiment dans un autre délire dans le tome 2. Il y a une conspiration secrète de type de méchants de série B, voire Z, qui essayent de créer des inventions pour prendre le contrôle du monde. Tu vois, c'est Ninus et Cortex, quoi. Mais en naze, le dessin n'est pas du tout le même et il y a vraiment des problèmes de dessin dans ce tome-là. Alors, autant quand c'est des gros plans, ça va, ça claque. Quand il y a un peu d'action, ça va, ça claque. Par contre, dès que les personnages sont un peu lointains, ça devient dégueulasse. Les visages, c'est 2 points et le trait du sourire. Mon fils, il fait ça, quoi. Franchement, pas besoin d'aller payer un artiste pour ça, c'est dingue. C'est pas terrible. Franchement, le deuxième est pas fou. Savage fait tape comme un sourd dans le gore un peu à des moments pour gratuit, c'est gratuit. Il y a un peu de la violence gratuite, c'est naze. Franchement, le deuxième tome, je lui mettrais 6-7. L'histoire est pas terrible. Alors, c'est pas un rapport avec Bliss. Bliss, eux, ils éditent forcément ce qui est déjà sorti. Ils ont tout regroupé. Les bonus, par contre, sont pas mal. Surtout dans le premier tome où on voit en fait des planches qui sont découpées en 3. La partie storyboard, la partie dessin et du coup ancrage et la partie colorée. Donc en fait, on voit l'évolution de la planche. Ça, c'est cool. Vraiment. En plus, il y a les petites anecdotes des dessinateurs, puisqu'il y a 2 dessinateurs sur le premier tome. Là, on a quelques planches un peu sympas à la fin, mais c'est pas fou, quoi, comme histoire. Franchement, Savage, si vous êtes un complétiste, allez-y. C'est à lire une fois. En tout cas, le tome 2, c'est pas celui que vous relirez plusieurs fois dans votre vie, je pense. La vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Ça vous permettra d'être au courant de la sortie des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre des pouces, des commentaires. J'adore lorsqu'on communique et qu'on échange sur nos univers préférés. N'hésitez pas également à me dire ce que vous avez voulu et si un de ces titres vous a plu pour une commande lecture. Vraiment, n'hésitez pas à me le dire. Je mettrai ça au tirage au sort. C'est vous qui avez la clé dans ce format-là. C'était Prof et Geek. Je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!